Une avenue déserte. Un arrêt de bus où je pose mes bagages le temps de rassembler mes idées. Grâce au GPS de mon portable, je découvre qu'une grande gare dans le centre est à 30 minutes à pied. Je décide de m'y rendre. Au bout de 5 minutes, je transpire de chaud et je ne supporte déjà plus mon sac qui me tire dans le dos. Je m'arrête à un autre arrêt de bus pour y extraire mon ordinateur afin d'alléger mon sac. N'étant pas à couvert, je lance des regards récurrents autour de moi dès qu'une ombre s'approche, tout en m'acharnant sur ma valise pour réussir à la fermer. Après un bourrage organisé de ma valise, je replace le cadenas dessus et je repars vers ma quête principale, arriver à la gare le plus rapidement possible. Sur mon chemin, je croise des SDF les pieds nus emmitouflés dans des cartons. Les roues de ma valise résonnent dans le silence, créant une nuisance sonore qui détruit le calme de la nuit. Je suis gênée d'exister. Je crois avoir réveillé un SDF. Je m'excuse à lui intérieurement. Je longe un bâtiment en pierre lisse qui touche le ciel et domine l'horizon. Je m'arrête de nouveau pour enlever ma polaire et reposer mon sac à dos sur la balustrade d'un escalier. Je défie du regard ce monument céleste qui m'empêche d'apercevoir ses extrémités et je repars, pleine d'espoir que ce soit la gare. Très vite, j'admire sa devanture qui me confirme que je suis bien arrivée à la gare Atocha. Il est 5h15. Des vigiles tournent et surveillent la gare déserte. Seule une femme d'âge mûr est assise sur ses bagages à l'entrée. Je suis rassurée par la présence d'êtres humains et je m'assois à la limite d'un ruban bleu, à l'orée de la forêt tropicale la plus petite au monde puisqu'elle entoure seulement quelques bancs. Les toilettes étant fermées, je tente de distraire ma vessie par un petit déjeuner royal, composé d'un citron chaud, de gâteaux aux céréales et d'une banane devenue bouillie. En le pressant, le citron s'incruste dans mes mains, sa peau tombe dans le zeste, le couteau s'écrase par terre. Maladresse augmentée par ma nuit blanche, je rajoute du sucre en dosette et je savoure ma boisson comme si je buvais pour la première fois, appréciant le calme profond, altéré seulement par l'annonce des premiers trains. La gare s'anime petit à petit. J'observe les allées-venues des premiers voyageurs avant de me perdre dans l'écriture. Il est 7h quand je lève le nez de ma feuille. Le jour s'est levé. La vie de Madrid commence. Après avoir sué et maudit mes bagages le long de l'avenue pentue, je dépose ma valise et mon trépied à l'auberge de jeunesse, dans le local à bagages. Je conserve avec moi mon sac à dos contenant mes objets de valeur. Je repars moins encombré, mais j'inflige un poids égal à mon dos. Prochaine mission, trouver une carte de la ville. Le plus proche office de tourisme est dans la gare Atocha, quitté peu de temps auparavant. Alors que le chemin pour y retourner était quasiment en ligne droite, je me perds dans des rues inédites où je crois seulement des groupes d'hommes alcoolisés, la gueule violette, la voix rauque et le corps déséquilibré. Je les évite, en changeant de trottoir, en anticipant les détours, comme le célèbre arc de cercle autour d'eux, pour être psychologiquement le plus loin possible et empêcher toute confrontation. Je n'oublie pas que je suis seule, en manque de sommeil, dans une ville étrangère. Les hommes ne me remarquent pas. Ils continuent à beugler des phrases qui, si je comprenais mieux l'espagnol, me sembleraient fort probablement incohérentes. Soulagée, je continue mon chemin. Je m'arrête à un moment pour consulter la carte. Un homme de la soixantaine, seul, qui semble sobre, pénètre dans mon espace vital et me fixe longuement sans un mot, comme s'il voulait coller ses yeux sur ma peau. Paralysée, je reste en alerte. Au moindre de ses mouvements, je trouverai la force de riposter. Pour l'instant, mon corps refuse de bouger, mais mon regard le défie d'oser quoi que ce soit, même de me balancer un simple bonjour. Il finit par se détacher de moi pour entrer dans un magasin. Je retrouve mon souffle et mon corps redémarre. Englobé dans un silence apaisant, je découvre plus loin du street art qui embellit les murs abîmés de cette ville inconnue. Je croise un groupe d'SDF à l'abord d'une place. L'un d'eux, debout, me lance un bonjour auquel je réponds poliment. Un sourire irradie son visage et ses bras s'ouvrent vers moi malgré les 3 mètres qui nous séparent. J'arrive ensuite sur une place déserte. J'apprendrai plus tard que cette place est l'une des plus animées de la ville. Puis j'arpente les rues, commettant de nombreux détours par rapport à la gare. 1 heure est déjà passée dans le silence de la ville endormie. Je suis avide de la découvrir, au lieu de retourner vers du déjà-vu, vers une gare qui ressemble à d'autres gares, avec en bonus une forêt tropicale. Mais la carte m'obsède. Pouvoir tenir une ville entre ses mains, voir concrètement les noms des rues et des monuments sur un bout de papier que je garderai en souvenir. Développer mon sens de l'orientation. Ne plus être dépendant de mon portable qui affiche la solution sans devoir réfléchir. Je sors mon portable, à mon grand échec, pour tapisser les rues de points bleus afin de trouver la gare sans l'éviter encore inconsciemment. Grâce à la technologie, j'arrive rapidement à la gare, que je retrouve métamorphosée. Des valises imposantes ont envahi les escalators, les couloirs et chaque recoin où je pourrais me faufiler pour marcher à ma cadence. Tous les magasins sont ouverts. Les bruits des machines à café, du roulement des valises, des effusions de paroles, du crissement des trains m'assourdissent. Je regrette la gare glauque et silencieuse de 6h du matin. Je me précipite dans les différents espaces de la gare, évitant les obstacles, étant ici souvent des êtres humains,
avec objectif de ne surtout pas ralentir. Je me crois dans un jeu vidéo où tout percutage pourrait être fatal et me ferait perdre des points en me freinant dans ma quête. La vitesse me permet de ne pas suffoquer face à la foule, aux points blancs aveuglant, aux pieds lents. Éviter bagages, éviter coude, éviter poussette, monter sur la deuxième marche de l'escalator, prendre à droite, arrêt. Valise hippopotame en vue. Elle bloque le passage. J'attends. Poser le pied sur l'avant-dernière marche de l'escalator avant de vriller à gauche pour ne pas suivre valise hippopotame et lunettes de soleil rose aux doigts manucurés qui retient mollement un smartphone pomme. Je découvre la profondeur de la gare, dont je n'avais parcouru qu'une minuscule parcelle. Grâce à la trouvaille d'un plan plastifié, je me dirige vers l'office de tourisme, avant d'être bloqué par un contrôle de bagages dans la machine qui voit tout. Aucune envie d'attendre encore et de galérer avec mon sac pour une carte. J'abandonne alors la foule des voyageurs pour entrer dans le plus grand parc de Madrid. El Parque del Retiro. Je retrouve le calme du début de ma journée. Il est 9 heures. Les rares personnes présentes se baladent tranquillement ou sont assises seules à un banc en phase douce de réveil. Je m'émerveille de la diversité des plantes et des arbres. Une roseraie, fermée, ouverture à 10 heures. Un musée, fermé, ouverture à 10 heures. Après avoir parcouru une bonne partie du parc, ma vessie, non soulagée depuis la veille au soir face à l'absence de toilettes gratuites ou ouvertes, me crie d'en trouver rapidement. Je m'allonge sur un banc, mon sac en coussin, et je ferme les yeux, attendant le quart d'heure qui manque pour atteindre 10 heures. Mes yeux lourds acceptent facilement le repos temporaire. Chaque courbature de mon corps me remercie. Impossible de m'endormir. La réouverture des yeux est plus difficile que s'ils n'avaient jamais été fermés. J'observe avec bonheur que le musée est ouvert. À l'entrée, un vigile m'ordonne de porter mon sac à dos à l'avant. Je m'exécute, même si la bretelle du sac compresse ma gorge. Je me rue vers les toilettes et m'y enferme pour soulager ma vessie, me changer et me passer de l'eau froide sur mon visage endormi. Je me sens alors de nouveau légère et d'attaque. J'en profite pour observer les œuvres surréalistes et glauques de l'artiste japonais exposées dans ce petit musée. Je parcours à la va-vite ces tableaux, sorte de psychanalyse de son enfance, avant de sortir dans un profond malaise. Cet instant cloîtré dans l'exposition a permis au parc de s'animer. Comme dans la gare, me voilà reparti pour ma mission d'évitement de personnes peu attentives, composée de coureurs, d'enfants à vélo, de touristes trop omnibulés par le selfie qu'ils viennent de prendre pour me laisser la place de marcher. J'explore un parc qui se transforme au fur et à mesure. La végétation laisse place à des sculptures et à un lac délimité par une forêt. Les appareils photos remplacent les visages des touristes. Des exclamations semblent sortir de l'objectif. Plus loin, des arbres majestueux au nom latin m'encerclent, avant de disparaître, remplacés par un jardin bien structuré à la française, envahi de pans qui se donnent en spectacle face au flash des portables. Je traverse des allées symétriques aux larges chemins sableux avant de repartir dans des chemins plus sauvages. Au détour d'un virage, je tombe sur un centre culturel présentant une exposition féministe. À chaque fois que je pense avoir découvert les moindres parcelles, je m'extasie devant une autre partie du parc qui s'ouvre à moi et qui détonne avec ce que j'ai vu auparavant. Je retourne sur mes pas pour retrouver un pont japonisant que j'avais vu dans un recoin, au début de ma visite, sans avoir vraiment pris le temps de l'admirer. À la place, je me perds dans une découverte sans fin. Mais où est la sortie de ce labyrinthe naturel ?